Bien, je donne la parole à Benoît Mortier de Fusion Directory, qui va nous expliquer comment moderniser la gestion de nos identités avec un logiciel libre. Et puis, je rajoute, mais ça, c'est deux mois, préparer une éventuelle survie et transition le jour où un certain grand éditeur augmentera ses tarifs. Alors, bonjour à tous et merci de venir m'écouter. Oui, je vais vous parler de la gestion d'identité avec un logiciel libre. Alors, ça, c'est moi. Nous, on fait de la gestion d'identité depuis plus de 25 ans maintenant. On était des vieux du logiciel libre, à une époque où on était tous des joyeux communistes, n'est-ce pas? On n'était pas des sociétés sérieuses, on était des joyeux communistes, mais pourtant on est toujours là, comme quoi. Et donc, voici l'agenda de la conférence où je vais présenter Fusion Directory, je vais présenter ces différentes briques, parce qu'aujourd'hui, ça a commencé comme un logiciel unique, mais aujourd'hui, on a une suite logicielle avec un orchestrateur, avec pas mal de fonctionnalités. Euh, une des grandes fonctionnalités du produit en lui-même, c'est qu'en fait, il est issu du besoin. Et je le dis toujours parce que ce n'est pas un produit qui est conçu dans une société, puis on va essayer de forcer les gens à l'utiliser tel qu'il est. Nous, dans notre cas, près de 70% du logiciel est sorti des besoins clients et des besoins de terrain. Voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir des logiciels qui correspondent aux besoins de terrain et qui ne sont pas des logiciels qu'on dit bah, c'est comme ça qu'il faut travailler. Eh ben, démerdez-vous maintenant. Voilà. Vous avez qu'à vous adapter au logiciel qui existe. Donc, je vais présenter la société en très résumé, hein. Donc, on édite le logiciel Fusion Directory. On est spécialisé, c'est vrai, dans tout ce qui est enseignement, recherche, service public. Bon, on est vraiment expert sur la gestion des identités. Euh, on fait tout ce qui est les briques de l'enseignement, hein, c'est ce qu'on voit le quatrième slide, même si effectivement on a débordé sur les services publics, le régalien et d'autres choses. Et donc, du coup, oui, effectivement, on fait pas mal de formations et de conseils et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, j'appelle ça une suite logicielle, parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est composée de plusieurs éléments. On a l'application de gestion d'identité, qui est une application web, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des applications sont en application web. C'est fini le temps où on avait des applications sur les postes de travail. On a aujourd'hui, nous, travaillé sur l'orchestration. Donc, on a un orchestrateur en API REST. On a donc un client qui permet de discuter de l'orchestrateur. Et puis, comme on n'aime pas réécrire des choses et qu'on aime bien fournir des boîtes à outils à nos clients, on a donc Fusion Directory Integrator qui est notre base de librairie qui sert à construire tous nos propres outils, mais qui peut aussi être utilisé par nos clients s'ils ont d'autres outils à écrire. C'est venu du fait que, comme on travaille beaucoup dans l'enseignement supérieur recherche, les universités hautes, qui ont des montagnes de scripts immaintenables parce qu'elles ont été écrites par 4 personnes et il y en a 3 qui sont partis et il y en a une qui désespérément essaye de maintenir l'ensemble. Tous les travaux qu'on a fait autour de l'orchestrateur étaient vraiment la question de ben, comment est-ce qu'on va les aider et comment est-ce qu'on va leur permettre en fait de ne plus avoir des piles de choses maintenables. C'est un peu la genèse de l'orchestrateur. Donc, du coup, Fusion Directory, qui est donc l'application de gestion d'identité, son gros point, c'est on va remettre la gestion d'identité tout près de l'utilisateur et tout près de celui qu'on a besoin. C'est-à-dire, on va sortir du silo de l'administrateur système ou du gestionnaire et on va dire, ben, j'ai ma personne au RH qu'on a besoin, ben, je vais le mettre à côté de la RH. J'ai ma personne au desk d'accueil qui va faire du Wi-Fi le matin, ben, je vais lui mettre la même chose à disposition, et ainsi de suite. Et je vais montrer comment est-ce qu'on segmente ce genre de choses. Et globalement, on fait de la gestion d'acteurs, de groupes, de rôles, on fait de la gestion de systèmes de messagerie, on supporte la fameuse norme SUPAM dont je parlerai plus tard, qui est très intéressante et pas seulement dans l'éducation-recherche. On fait du contrôle fin parce que justement, comme on veut être capable de déléguer, ben, on veut faire du contrôle fin sur qu'est-ce que la personne aura le droit de voir, pas voir, modifier dans l'interface. On a un concept de modèle parce que oui, on va construire les identités en une fois et non pas en 5 fois en attendant que Monsieur X ait bien rempli le formulaire et que la personne qui arrive, elle ait son compte, hein, que ça ne met pas 3 semaines pour obtenir un compte. On a des concepts de trigger parce que oui, bah, ces données, une fois qu'elles sont dans les gestion d'identité, il faut bien les propager ailleurs, hein.
Active Directory étant le cas le plus classique. On a donc maintenant notre moteur de workflow. On a un web service REST parce que quand même, on est en 2025 et ne pas avoir de web service pour pouvoir aller provisionner ou récupérer des données, c'est quand même un peu dommage, hein. Et après, bon, on supporte ce qu'on retrouve dans l'enseignement supérieur recherche, les serveurs CAS pour les choses historiques, le modèle d'APNG qui est le SSO libre le plus implémenté qui tient un bon paquet de ministères, la gendarmerie et d'autres endroits assez critiques. On fait du WebAuthn, ben oui, parce qu'on veut des clés de sécurité, parce qu'on veut des choses un peu modernes. Donc ça, c'est en résumé ce qu'il fait. Ensuite, on a notre orchestrateur. Comme je disais, l'orchestrateur, il est né du besoin de comment est-ce qu'on automatise et comment est-ce que, de nouveau, on va faire un effort de design pour mettre ça à portée des chefs de projet, des responsables opérationnels qui vont pouvoir créer des tâches qui, en fait, vont être le règle métier dans tel et tel cas. Donc, modéliser des règles métiers, suivre des changements de statut. Tiens, il a tel statut, mais à cause de telle chose, il doit changer de statut. Je vous montrerai ce que concept de statut. Surveiller les changements, et ça, c'est un de mes préférés. C'est affreux d'aller voir ces logs ou sa centralisation 5 jours plus tard pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé. En général, c'est trop tard. Et deux, moi, j'ai des endroits où les montants de données sont tels que c'est totalement impossible. Pour une petite histoire, j'avais un client chez qui les opérationnels ouvraient des fichiers Excel de 100 000 lignes et dedans essayer de trouver l'événement qui avait causé le problème. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. C'est-à-dire, ils les ouvrent jamais. Ou vraiment, quand on leur dit que c'est vraiment important, c'est totalement ingérable. Donc, comment est-ce qu'on essaye de rendre ça de manière dynamique? Bon, automatiser la gestion des groupes, parce que de nouveau, j'avais des endroits où j'ai eu 19 000 groupes pour 18 000 utilisateurs. Je vous laisse imaginer ce que ça donne, hein, quand on veut faire une migration ou quand on veut savoir qui fait quoi et pourquoi ça a été fait. Donc, de nouveau, on a des données fonctionnelles, ben, essayons d'en sortir des fonctionnements techniques, hein. Archiver les comptes, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est jamais fait correctement. Comment est-ce que j'archive les comptes? Comment est-ce que j'active de la non-réutilisation? Comment je respecte la RGPD en ne gardant que le minimum dont j'ai besoin? Mais quand même savoir que j'ai eu des gens qui avaient ces données-là dedans, et ainsi de suite. Et intégrateur, comme je le disais, c'est notre couche basse. Aller lire la configuration du logiciel, mettre en place, nous, c'est de la gestion d'identité, donc c'est fatalement des annuaires LDAP. Comment est-ce que je mets à jour mes annuaires, mes schémas, et ainsi de suite? Comment est-ce que je sors des audits? Comment est-ce que j'interagis avec l'API REST, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment segmenté. Et ça, c'est parce que la conférence précédente m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai pas mal travaillé chez EDF R&D sur les moyens d'essai, sur les clusters et ainsi de suite. Donc, le domaine industriel ne m'est pas inconnu. Et donc, du coup, c'est architecturé de façon à pouvoir totalement décomposer, parce que moi, j'ai connu les zones restreintes, les clusters séparés en des endroits différents, les zones, les restrictions, le fait de ne pas consommer beaucoup de performance sur une machine. Tout ça, c'est des choses auxquelles moi, je suis particulièrement attaché. Et donc, voilà, on a une librairie qui fait ça. Donc, du coup, Fusion Directory, je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir vous montrer le logiciel. C'est quand même toujours mieux. Donc, typiquement, vous avez là un bout de l'interface. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez agréable à l'œil. Et du coup, bah oui, on peut créer des utilisateurs, on peut faire de la gestion de mots de passe, on peut faire des politiques de mots de passe, on peut faire des modèles utilisateurs. Là, je dis modèle utilisateur, mais notre système de modèles fonctionne sur tous les objets qu'on gère. Donc, on peut faire des modèles de groupe, des modèles de machines, enfin, tout ce qu'on peut un peu imaginer. Et les modèles permettent de, justement, enforcer des règles et dire c'est comme ça que je voudrais que ce soit fait. On peut faire de l'importation, on peut faire, j'adore aussi les snapshots, c'est-à-dire je vais modifier des gens qui sont critiques, je fais un snapshot, ça sauve ma personne, je fais une modification, ah, j'ai fait une erreur, je restaure ma personne dans l'état précédent. Des choses vraiment, comme on peut le voir, des choses très orientées utilisateurs. Il y a de la technicité derrière, mais l'idée, c'est vraiment de rendre le contrôle à l'utilisateur. On a le copier-coller, on a pas mal de choses, on a des filtres et tout ce qu'on peut imaginer. Là, je le montre en vitesse, mais comme je disais, on gère toute la partie gestion utilisateur, gestion de groupe et ainsi de suite. Mais historiquement, comme on a
beaucoup travaillé sur les moyens d'essai et autre chose. On a toute une partie gestion des systèmes, puisqu'on a fait du déploiement automatisé, on a fait pas mal de choses. Chez EDF R&D, on déployait des clusters de 4096 nœuds en automatique avec de la segmentation et tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on a un historique sur ce genre de choses. Ça, c'est les modèles et macros parce que le problème est toujours le même. Vous voulez faire de la conformité sur les utilisateurs que vous allez créer. Vous voulez que vos utilisateurs soient toujours créés de la même façon pour vos groupes. Et en même temps, vous voulez mettre des règles du style très simple, hein. Je veux la première lettre du prénom, je veux le restant de son nom de famille. Et s'il y a des homonymes, je veux pouvoir rajouter des caractères pour éviter les collisions, et ainsi de suite. Par exemple, on a ce problème-là dans les labos de recherche où beaucoup de gens euh, de pays externes ont des noms composés ou autres, et donc il faut gérer les problématiques de j'ai 4 personnes qui vont avoir le même compte. Non, il faut que je trouve un moyen pour le faire automatiquement, calculer les dates d'expiration, générer des mots de passe aléatoires, parce que malgré que la recommandation soit il faut envoyer le compte et le mot de passe sur 2 canaux différents, en général, ça revient à j'ai reçu 2 mails. Oui, j'ai eu 2 mails, donc j'ai eu 2 communications différentes où j'ai un mail et un SMS. Mais oui, mais ça implique d'avoir le SMS, donc le numéro de téléphone de la personne. Donc du coup, ce qu'on fait beaucoup, tout ce qui est mot de passe, c'est qu'en fait, on génère des mots de passe aléatoires dans les fichiers utilisateurs et puis on demande à l'utilisateur d'aller chercher lui-même son mot de passe lors de la procédure d'enrôlement parce que comme ça, il n'y a rien qui circule. C'est encore beaucoup mieux que de faire circuler sur 2 panneaux différents. Donc, modèle et macro, ça sert vraiment à ça. On le voit, hein, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais dans l'identifiant, on voit que j'ai une macro. Donc, on voit que j'ai une macro. Alors, ALPS, ça va être, je prends le premier caractère de l'attribut given name, il y a un URL date, et je lui dis enlève-moi les accents, enlève-moi les espaces, enlève-moi les caractères spéciaux, et puis tu vas me coller la suite de ce que j'ai décidé, et on voit dans le mot de passe que j'ai dit, fais-moi un mot de passe aléatoire de 12 caractères. Donc ça, pour ceux qui connaissent la console Linux et autres, c'est l'équivalent d'APG en console. Ça va générer aléatoirement des mots de passe d'une longueur définie en utilisant des chiffres, des lettres et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui est intéressant dans le système de macro, c'est que sur le deuxième morceau, vous voyez dans le répertoire personnel qu'en fait, je récupère ce qui a été conçu dans l'identifiant pour aller créer le home de la personne, par exemple. Donc le concept de modèle et macro, c'est que je peux faire des choses très sophistiquées où je vais aller créer des données en fonction de données que je reçois. Je vais par exemple provisionner les données avec mon web service, je vais recevoir les données, mon modèle va tourner, il va faire toutes les permutations que je lui ai demandé, tous les calculs automatiques, et il va me construire un utilisateur. Et je peux donc avoir un subset minimal de données et construire un utilisateur complet. Bon, j'ai des clients qui font des choses très très sophistiquées avec ce genre de choses. La délégation, c'est le deuxième point auquel je suis très attaché, c'est qu'en fait, en général, les applis, qu'elles soient propriétaires ou autres, vous avez des droits administrateurs, éventuellement d'autres droits, mais les applications de gestion d'identité étant fatalement dédiées à des administrateurs, souvent, il n'y a rien quand on veut le donner à quelqu'un d'autre. Donc en fait, vous êtes condamné à l'administrateur qui doit tout faire, qui reçoit les 3 millions de tickets parce que il faut faire. Alors qu'en fait, le but du jeu, c'est vraiment de remettre ça près de l'utilisateur. Parce que si on délègue, on peut remettre ça près de l'utilisateur et on peut lui dire, ça c'est ton travail, voilà la tâche que tu peux faire. Et donc, ça permet du coup de remettre les choses vers l'utilisateur. Cacher les données non accessibles, ça aussi, il n'y a quasiment pas d'applicatif où on peut cacher des données. C'est-à-dire, c'est un peu du tout ou rien. C'est souvent le cas. C'est tiens, je t'ai donné ça. Oui, alors ça et ça, je peux cacher, mais tout le reste, je ne peux pas. Nous, dans le concept de contrôle d'accès, on peut dire ça, tu ne vois pas, ça, tu as le droit d'écrire, ça, tu as le droit de lire. Et notre interface va se reconstruire en fonction des droits que la personne reçoit. Et surtout, on a les classiques, permettre à un chef de projet de gérer les utilisateurs de son équipe, avoir une vue en lecture seule, souvent utilisée par les services de support. Ils n'ont pas le droit de toucher aux fiches. Mais par contre, quand ils ont soit un ticket, soit l'utilisateur au téléphone, il peut aller voir si l'utilisateur a bien les bonnes informations dans sa fiche. Parce que 9 fois sur 10, c'est est-ce que j'ai pas pu me connecter? Pourquoi? Ah, attends, il manque ça. OK, je vais aller escalader le problème et dire qu'il manque ça dans ta fiche. Mais pour ça, de nouveau, il faut avoir l'info.
le principe, c'est de toujours avoir accès à l'info. Nous, on a les RH dans certains endroits qui vont aller mettre la photo de l'utilisateur dans l'annuaire pour pouvoir construire les badges automatiquement, et ainsi de suite. C'est de nouveau l'idée de rapprocher tout ça au sein de l'ensemble des services pour que l'ensemble des fonctions puissent être faites. Donc là, j'ai montré, par exemple, ça, c'est une vue admin. J'ai fait une capture d'écran, il n'y a qu'une partie, mais on voit bien que ça, c'est mon utilisateur admin, et on voit bien qu'il a accès à tout. Et j'ai fait une vue utilisateur. Ça, c'est un utilisateur qui se connecte, c'est le même logiciel. Il se connecte, mais sa vue a été limitée par le contrôle d'accès que j'ai mis. Et comme on voit, il n'y a que certains champs qui sont ouverts. Et donc, il ne pourra toucher qu'à ces champs-là. C'est les champs que moi, j'ai décidé. Il avait le droit d'aller écrire dedans. J'aurais aussi pu décider de lui montrer des choses et de ne pas le laisser écrire. C'est vraiment, au cas par cas, le système de contrôle d'accès fonctionne au niveau de l'attribut. Il y a toujours deux niveaux. Le premier niveau, c'est je vais lui dire, grant permission to owner, c'est je vais lui dire, ben, tu peux avoir accès à toutes tes données, mais en dessous, je vais lui dire, mais dans ce que je t'ai dit là, toi, tu ne peux voir que ton numéro de téléphone professionnel, que ta langue, et ainsi de suite. C'est l'équivalent de ce qu'on voit là, en fait. C'est simplement lui dire, ben, je t'ai donné ces droits-là. Donc, de nouveau, je peux te donner accès à l'application et tu vas pouvoir uniquement changer ce qui t'intéresse ou ce que les choses que les administrateurs t'ont donné comme droit. Après, le web service REST, ça, c'est un vrai bonus. C'est, nous, voilà, on travaille dans l'universitaire et dans d'autres endroits où il y a pas mal de bases métiers. Il n'y en a jamais qu'une seule. Il y a toujours la base RH, la scolarité, les alumni, les extérieurs, comme une base de données, c'est déjà un miracle. Et donc, du coup, tous ces gens-là, il faut en faire des comptes numériques. Parce que sinon, on se retrouve avec, bon, attends, je vais aller créer les comptes à la main dans l'application X, qui est un cauchemar. Parce que dès qu'on fait ça, il n'y a plus aucun contrôle. C'est impossible de savoir quel compte a été créé, quel compte doit être désactivé. Et donc, de nouveau, le principe, c'est qu'on va remettre un processus, ce que j'appelle gauche-droite, et on va faire des flux d'approvisionnement et des choses un peu modernes, et on va faire du contrôle d'accès, puisque dans notre cas, on va récupérer les données, on va valider les droits d'accès, on va valider que le script qui accepte, l'appel au web service qui accède a bien reçu les droits d'accès, comme je montrais au slide précédent, pour aller mettre ces données dans l'applicatif. On va valider, on va faire les macros, on va créer l'utilisateur, et puis on peut faire, comme je dis, des triggers, ce qui nous amène à ce slide-là qui est le plus classique. Hein. Comment est-ce que je vais aller provisionner mon Active Directory? Ben, comme je ne veux pas donner accès à mon Active Directory, parce que c'est dangereux, comme je veux pouvoir enlever tous les droits à l'Active Directory, y compris aux administrateurs, et ne garder vraiment que le strict minimum, ben en fait, je vais en fait asservir mon Active Directory à Fusion Directory, et Active Directory ne devient qu'une application d'authentification comme les autres, et c'est dans mon flux que je vais aller provisionner. Cette personne est arrivée, voilà son mot de passe, voilà dans quel groupe tu dois les mettre, et ainsi de suite. Et de même, quand je vais vouloir désactiver des gens, je vais désactiver depuis mon interface, ça va faire la chaîne, ça va désactiver la personne dans mon Active Directory. On fait de l'Active Directory, on fait de l'Office 365, enfin, on fait pas mal de choses. Mais de nouveau, l'idée, c'est d'avoir aucune donnée qui n'est pas contrôlée. On discutait sur l'AirGap, c'est le même principe, mais dans la gestion d'identité, c'est de dire, je veux être sûr de tout ce qui arrive, de tout ce qui rentre et de tout ce qui sort. Et je veux pouvoir confirmer que la personne qui a un compte sur ce système-là a bien reçu un compte sur ce système-là. Et pas quelque chose que, comme on voit encore régulièrement, où c'est impossible de savoir tous les comptes qui traînent dans l'Active Directory, et personne n'est capable de dire si ces gens-là sont toujours là, s'il faut conserver les comptes, s'il ne faut pas les conserver. C'est du grand classique. Alors, je fais un petit paragraphe sur la norme SUPAN, parce qu'en fait, tout le monde essaye de faire de la gestion du cycle de vie. Tout le monde essaye de gérer les cartes qu'ils appellent multiservices, mais qui n'est jamais qu'un badge d'accès. Et en fait, depuis 2001-2003, dans l'enseignement supérieur recherche, ils ont reçu une norme qu'ils appellent la norme SUPAN. Or, certes, elle est faite pour l'enseignement supérieur recherche, mais elle règle tous les problèmes des cours. C'est-à-dire que comme ça a été conçu pour des environnements complexes, où il y a plein de choses différentes et variées, et plein d'acteurs qui doivent interagir, hein, je me rappelle, c'est une université, on a les étudiants, les professeurs, les extérieurs, les professeurs invités, les vacataires, enfin plein de gens, ils ont conçu une norme.
Et elle est ouverte, elle n'oblige à rien. Par contre, vous avez un cadre formel. Et c'est très bien écrit. Et donc, du coup, ça permet de gérer ce qu'ils appellent des établissements d'identité, ce que vous pouvez appeler des services et des locations, on peut l'appeler comme vous voulez. L'intérêt aussi, c'est que c'est des données administratives qui après vont permettre de faire les fonctionnements techniques. Il travaille à tel endroit, il travaille dans tel service, il a telle fonction. Il y a une gestion du cycle de vie qui, pour moi, est une des choses les plus intéressantes, avec un concept de ressources par utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut définir des ressources qui vont définir à quel applicatif il a reçu accès, avec des dates de début de fin, avec des statuts. On peut modifier ces statuts. Ça permet de faire, je vais le montrer, de faire des choses très intéressantes. Et c'est les seuls à avoir modélisé le consentement sur les données. C'est le seul. Vous voulez modéliser qu'il a le droit d'accéder à telle chose. Oui, bah, c'est dans le consentement. Est-ce qu'on peut accéder à sa photo? Est-ce qu'on peut accéder à son numéro de GSM et ainsi de suite? C'est très bien fait. Et dans les versions récentes, le code population, qui n'est jamais qu'un code, hein, mais qui permet de définir des populations de manière du plus haut au plus bas, c'est-à-dire ben, c'est un chercheur, c'est un enseignant-chercheur, c'est un enseignant-chercheur titulaire. Et on peut appliquer la même chose dans plein d'autres endroits. Ça, les terminologies sont juste celles de l'enseignement, mais nous, on le fait dans plein d'endroits parce qu'en fait, ça règle plein de problèmes. Et on a une norme sur laquelle se tenir, donc on ne doit pas inventer les choses. Donc du coup, ça, c'est les structures, c'est le concept. Hein. On voit que j'ai une université hein, et dedans, j'ai des services. Bah, c'est le même principe. Hein. Vous pourriez dire, j'ai le campus cyber, et puis là, j'ai le service administratif, là, j'ai le service informatique. C'est la même chose, c'est juste les noms qui sont différents. Euh, Ça, c'est le concept de leurs ressources. Parce qu'en fait, le cycle de vie, c'est ça. Vous voyez, par exemple, cette personne a reçu un compte, mais son compte est suspendu. La raison, c'est un verrouillage administratif, et son compte était disponible de telle à telle date. Et par contre, il a encore une ressource courriel qui est active. Ça veut dire que dans le process là, son compte est suspendu, mais il a reçu, suspendu pour toutes ses activités, mais il a reçu le droit d'encore consulter son mail. Et comme c'est des ressources, je vous montrerai, on peut avoir des ressources de groupe, on peut avoir une ressource VPN, on peut avoir une ressource bibliothèque, et ça permet vraiment d'avoir un formalisme et d'avoir l'état à l'instant T de la personne. Voilà cette personne à l'instant T, voilà quels sont ses statuts et voilà à quoi elle a accès. Ça permet, voilà, ça permet vraiment de visualiser ce qui se passe. La carte multiservice, ce qu'ils appellent la carte multiservice, mais qui n'est jamais un badge d'accès, hein, voilà. L'intérêt, c'est qu'ils l'ont normalisé et que du coup, on peut stocker sur la fiche utilisateur son badge d'accès avec tout ce qu'il faut pour le construire. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait de nouveau, on ramène tout au même endroit. Moi, j'ai des endroits, tels comme Sud Paris, par exemple, où voilà, la carte est créée, ils mettent la photo, ils mettent les infos, et ça envoie les infos au gestionnaire de carte et ça envoie le numéro de série, alors qu'avant, c'était l'inverse. Le gestionnaire de carte était un îlot, en fait, lui-même. Alors qu'ici, de nouveau, ça permet d'avoir une vraie image. Voilà l'utilisateur, voilà son cycle de vie, voilà sa carte, son badge d'accès. Ça permet de faire des choses très intéressantes. Alors l'API, parce que la plupart des applicatifs ne sont pas extensibles. Et ça, c'est un vrai problème. Quand vous faites de la gestion d'identité, si votre applicatif n'est pas extensible, ça veut dire que vous allez écrire une verrue sur le côté quelque part. Et souvent, vous allez avoir des verrues qui traînent pendant des années. Euh, Et Fusion Directory, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez le logiciel tel qu'il existe dans sa version publiée. Par contre, il y a une API publique qui vous permet de créer des plugins qui correspondraient à vos besoins. Donc, vous allez bénéficier de tout le cœur, de tous les plugins. Et puis, vous pouvez créer un petit plugin sur le côté qui, lui, va stocker les 2-3 attributs dans l'annuaire dont vous avez besoin, parce que vous avez un cas spécifique. Même si on essaie toujours de se réaligner, la face, on a de temps en temps des cas spécifiques. Et donc, nous, on a une API qui permet de faire du stockage, de construire l'interface automatiquement, d'automatiquement l'insérer dans le contrôle d'accès, et aussi de fournir des attributs qui permettent de faire des choses plus ou moins complexes. Par exemple, le code que je montre là, il donne ça. En fait, le fait d'écrire ça fait apparaître ça. Ça, normalement, faire ça en interface web,
C'est pas 5 minutes. Ça, vous pouvez faire le code en une demi-heure et vous avez ça qui apparaît. Et ça va automatiquement stocker les choses et les attributs savent, c'est-à-dire que comme c'est des attributs structurés, ben, ils vont vous hurler dessus si vous mettez n'importe quoi dedans et ainsi de suite. On a des fonctions qui permettent de valider que le contenu de l'attribut est valable et ainsi de suite. Et après, on a des attributs composés, hein. Comme vous voir, on a des attributs avec le set attribute qui fait des boîtes. On a le composite attribute qui est en fait un regroupement de toute une série d'autres attributs, mais pour le montrer à l'utilisateur. On a des attributs de sélection. Et surtout, on a des clés étrangères. Ça, on va piquer ça dans les bases de données, évidemment. On a un concept où si vous enlevez des informations sur l'utilisateur ou vous enlevez l'utilisateur, ça va automatiquement l'enlever de tous les objets référents. Donc, un classique, les groupes, hein, les groupes, les rôles, ben, l'utilisateur disparaît, hop, il est automatiquement en chaîne effacé de tous les endroits où il apparaît de nouveau pour conserver l'intégrité. Alors après, ça, c'est le côté cosmétique, mais c'est toujours important. Notre système est fait avec du CSS, mais avec de la complémentation. On utilise LESS, qui est un format très utilisé par les gens qui font du web. L'intérêt, c'est qu'en fait, vous ne réécrivez pas tout. Les thèmes sont là, vous prenez le thème, au lieu de copier tout le thème comme ça se fait souvent, non, non, vous allez juste modifier le petit bout et le mettre dans votre thème à vous. Il va automatiquement prendre le thème qui existe et rajouter votre petit bout à vous. Et du coup, vous bénéficiez de nouveau des images-là, voilà. Ça, c'est deux exemples de thèmes. C'est toujours Fusion Directory. Ils ont juste adapté, par exemple, dans un cas comme OE2, ils ont bougé des choses de place et dans l'autre, ils ont adapté les couleurs. De nouveau, c'est fait pour que l'utilisateur puisse avoir quelque chose qui correspond avec les applications qu'il a l'habitude de voir. On n'a pas l'endroit où c'est mis dans les ENT ou dans d'autres applicatifs. Donc, il faut que le code couleur soit le même parce que sinon, les utilisateurs se perdent. Alors, le web service, ben, le web service reste, hein, je l'ai bien montré. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'open API. De nouveau, notre API est documenté et en ligne, en fait, comme d'habitude. Et en fait, l'intérêt, c'est que c'est un web service qui est évidemment fait pour Fusion Directory, donc de nouveau, qui est spécialisé, mais par exemple, comme vous pouvez voir les appels web service, qui vous permettent de récupérer, par exemple, trouve-moi l'UID number de l'utilisateur login ou change-moi cette UID. C'est vraiment fait pour pouvoir récupérer des infos, provisionner des infos. C'est un vrai web service REST. Et après, on a des fonctionnalités. Par exemple, ici, il va vous dire ben, qu'est-ce qui est obligatoire, par exemple. Puisque nos fiches contiennent des champs obligatoires. Donc, quand vous passez à travers le web service, vous pouvez lui dire bah, attends, je veux faire tel type de choses. Est-ce que tu peux me dire ce que je dois remplir, en fait? Voilà, pas nécessairement censé le savoir. Ça, c'est notre partie orchestration. Alors, la partie orchestration, comme je le disais, elle vient d'un constat. C'est certes, on a maintenant des infos, on a du cycle de vie, on a des ressources, on a des statuts, et ainsi de suite, c'est bien. Mais c'est statique. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mis, je n'ai pas d'automatisme qui va aller faire le boulot. Donc, évidemment, comment est-ce que je rends ça dynamique? Comment est-ce que je fais des changements là-dessus? Comment est-ce que je suis des changements? Et comment je vais mettre en place des processus dynamiques? Par exemple, ça c'est typiquement universitaire, mais les envois de fiches de compte. Voilà. Rentrée scolaire arrive, j'ai 4000 fiches de compte à envoyer, ben, comment je vais automatiser ça? Sur quels critères? Voilà. Parce que sinon, d'habitude, c'est les gros scripts à la main qui envoient ça, et il y a quelqu'un qui surveille que tous les mails sont bien partis, hein. Et que tout le monde a bien reçu, je ne vous dis pas le taux de rejet que vous pouvez imaginer dans les envois de mails aujourd'hui, hein, c'est toujours. Et souvent, mon deuxième préféré, la bonne gestion du cycle de vie. Parce que, comme je le dis, la création et la mise à jour des comptes, ça marche. La désactivation des comptes, là, on rentre dans le territoire où on peut se dire qu'on a 20% de comptes qui ne sont pas désactivés, qui traînent, mais que personne n'ose toucher parce qu'on ne sait pas ce que ça va casser ou parce qu'on ne sait pas si les gens en ont grand besoin. Et après, la désactivation, parce qu'on fait beaucoup moins de suppression, on vit quasiment plus. Quand on fait de la désactivation, ben, je voudrais faire toute une chaîne d'événements. Je veux archiver le home de la personne, je veux désactiver sa boîte de messagerie, je veux m'assurer que tous les droits ont été enlevés, je veux qu'on regarde la RGPD, il y a un droit de regard sur ces données, qu'on dit bien conserver le strict minimum qui a été décidé
dans le bon fonctionnement du service. Et puis, je veux empêcher la réutilisation. Parce que, imaginons, j'ai quelqu'un du service finance qui s'en va, manque de bol, le compte suivant que je crée, il fait collision et la personne récupère accès à des documents, ben, je préfère pas, parce que ces documents sont sensibles. Donc, avoir un système qui va dire non, non, tu ne peux pas recréer ce compte-là exactement parce que quelqu'un a déjà eu ça. Donc, c'est vraiment ce genre de choses. Et jusqu'avant qu'on fasse orchestrateur, on pouvait le faire à travers le web service, mais on retombe dans le même problème que ben, on va devoir coder, maintenir et ainsi de suite. Moi, je dis, s'il faut coder, il faut maintenir. On a un problème. Au moins on code, au mieux on se porte. Même si les développeurs n'aiment pas ça, mais c'est vrai. Euh, Donc, le cycle de vie, du point de vue orchestrateur, on a mis en place tout ce qui est la modélisation des règles métiers, le changement de ressources en fonction d'état et de la fermeture de comptes automatiques basés sur des calculs de ressources restantes. Je peux faire de la fermeture automatique de compte en disant si la personne a toutes ses ressources fermées et que seule la ressource compte est encore ouverte, je considère qu'il faut fermer le compte parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus de ressources, donc qui n'accède plus à rien, donc je considère que ça, c'est fort utilisé dans les environnements restreints. Faire de la fermeture automatique, on ne se pose pas la question, on ferme. Voilà, on ne se pose pas la question. Les groupes automatiques, c'est-à-dire, on arrête de gérer les groupes à la main. C'est un cauchemar. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Basé sur le concept des ressources, on va dire, cette personne-là a une ressource, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et je vais automatiquement aller la mettre dans des groupes correspondants sur la base de sa ressource. Et quand j'enlève la ressource de la personne, elle disparaît du groupe. Zéro maintenance. Moi, je suis pour le zéro maintenance sur les groupes. Les groupes manuels, ça doit être uniquement si on doit donner ça à quelqu'un d'autre et qu'on ne sait pas quoi mettre dedans. C'est-à-dire un projet spécifique, un enseignement, un labo de recherche, mais vraiment, on doit avoir 3% de groupes manuels. Tout le reste doit être automatisé, puisque sinon, c'est un cauchemar. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça règle le problème de l'expiration des comptes. Quand vous avez un établissement qui a 12 succursales, ça arrive fréquemment, qui a des labos de recherche. Mais en fait, le gestionnaire qui est à Paris, il ne sait pas quels gens de Toulouse ils sont partis. Donc en fait, comment est-ce que je fais pour faire en sorte d'avant, ils s'envoyaient des fichiers. Ah. Et bonjour, est-ce que tu peux désactiver un tel, un tel, un tel? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au point un système qui, en fait, va envoyer des mails automatiquement à la personne et à son responsable et dire, attention, son compte va expirer dans 30 jours, est-ce que tu as une action à faire? Et surtout, l'automatiser, c'est-à-dire, si la personne ne répond pas après 2 essais, eh bien, on peut verrouiller automatiquement son compte et désactiver ses ressources, ou on peut lui rajouter du temps supplémentaire, suivant ce qui a été programmé. Et donc, du coup, c'est ça l'intérêt de nouveau, c'est comment est-ce que j'automatise du rappel d'expiration de compte, de la clôture de compte automatique parce que personne ne répond. Moi, je dis toujours, on clôture et puis on voit si la personne est hurle derrière. Parce que c'est dans 80% des cas, il n'y a personne qui réagit. Je sais, ça paraît pas gentil, mais c'est une réalité qui nous bien. Notification, c'est ce que j'expliquais, c'est comment est-ce qu'on surveille. De nouveau, je ne veux pas aller vers les logs. Quand j'ai 4 gigas de log à la demi-journée, je suis gentil, je ne veux pas, même si j'ai un Splunk, mais j'ai tout ce que je veux, oui, mais ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un qui va faire gaffe aux alertes. Et de nouveau, c'est le même problème. Humainement, on ne peut pas, même avec des systèmes très complexes, se souvenir de tout, c'est impossible. Donc, de nouveau, notification, ça part de ce principe-là, c'est je vais mettre un nombre, je vais mettre comme là des attributs à surveiller. Et par exemple, je vais mettre une ressource et surveiller l'état de la ressource. Et si la ressource arrive dans cet état-là ou un de ses attributs a changé, je peux envoyer des mails automatiquement au responsable quand c'est spécifié et qui dit ah ben attends, là tu m'as dit que ça ne devait pas changer et les attributs ont changé. Et ça envoie le mail automatiquement et donc du coup on est prévenu. Maintenant, pas en 4 jours. Et donc on peut agir. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est quelque chose. Exporter, bah oui, le CSV c'est la vie, hein, même si c'est pas mon préféré, mais il faut être honnête, hein, le CSV de nos jours, il est encore utilisé un peu partout, hein. Voilà, il n'y a pas des API REST, il n'y a pas partout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau?
suite à une demande, on a modélisé de l'exportation de fichiers CSV, mais de nouveau sur des groupes de personnes ou sur des personnes bien précises, en précisant qu'est-ce qu'on veut exporter. Je veux exporter tel attribut, tel attribut, tel attribut, et je veux l'envoyer à telle personne. Et donc, on peut avoir un système automatique qui va exporter les données toutes les nuits et qui va l'envoyer à la personne X, un cas typique. La personne reçoit le fichier, elle gère une autre appli qui n'est pas interconnectée, elle se sert du fichier pour aller créer les comptes dedans. Pas terrible, mais c'est la vie, ça existe. Donc, de nouveau, l'idée, c'est comment est-ce qu'on automatise et comment est-ce qu'on maintient ça. Ça, c'est la fameuse tâche d'archivage. De nouveau, si je veux archiver automatiquement mes comptes, si j'ai changé le statut sur une ressource dans la fiche de l'utilisateur et que la ressource a atteint un certain état, là, par exemple, la compte a été verrouillée et son sous-statut est passé en archiving, je peux avoir une autre tâche qui dit ah, son compte a été verrouillé, son sous-état est en archive-moi, j'ai une ressource qui va aller faire le boulot d'aller archiver le compte et de faire tout ce que je lui ai demandé. Audit à Syslog, ça oui, quand on veut s'intégrer dans les grands systèmes, il n'y a pas de miracle. Nous, on a notre propre système audit interne, mais on a maintenant une tâche qui va sortir les audits de notre système à nous, les transformer en Syslog, comme ça les gens peuvent l'intégrer à leur Syslog à eux, et passer ça vers un Splunk, vers autre chose. Ça permet de faire de l'intégration, de nouveau en respectant la philosophie Unix, une chose, un outil, et on fait les choses pour que ça synchronise. Alors, j'ai mis, je sais à combien j'en suis là? 38, il reste 25 minutes. Ok. Donc, je passe en vitesse et puis je montre, je vais prendre 2-3 minutes et puis je montre le logiciel. Typiquement, c'est quelques cas concrets. Ça, c'est dans l'enseignement supérieur, donc c'est Télécom Paris où ils ont des web services, Unicampus, une campus qui est le gestionnaire de badge. Et ça montre un peu voilà, ce dont je discutais, comment est-ce qu'on fait pour faire un processus d'approvisionnement et comment est-ce qu'on fait pour gérer les cartes. Renater, voilà, qui gère toute la partie réseau, fédération et autres. Et on voit qu'on a les processus de synchro entre les bases de données. On voit la base de données SQL et puis on voit le flux REST. Ça, c'est Renater. Ça, c'est un cas intéressant parce qu'en fait, on propage vers des Active Directory dont plus personne ne sait comment ils marchent. C'est pas une blague. Ils ont 3 Active Directory, mais il y en a qui sont devenus des black box. Et donc, en fait, on fait de la synchronisation de mots de passe, parce qu'il faut encore les garder, parce qu'il y a encore des applications qui tournent dessus, mais quand plus personne ne sait exactement, voilà. Mais de nouveau, c'est le principe, on va essayer d'asservir pour pouvoir rediffuser et puis dire, voilà, il faut que tu le migres, mais en attendant, tu as mis au point une solution qui permet de conserver, parce que tu as une appli qui tient dessus. Ça, c'était plus complexe, c'est le campus Condorcet qui rassemblait 11 établissements et qui voulait en plus garder les liens avec l'identité d'origine et ainsi de suite. Et donc voilà, ça c'est un processus plus complet où nous, on a dans Fusion Directory des plugins d'invitation, d'inscription, et on peut faire des campagnes d'inscription où les gens s'inscrivent, ça apparaît dans la gestion d'identité et on a un processus d'approbation. Oui, cette personne peut venir, non, cette personne ne peut pas venir, de nouveau pour faire de la gestion sur des environnements un peu plus complexes. Ça, c'est tous les travaux qu'on a fait à l'ancien style carré qui est maintenant l'AMSI, qui est remplacer remplacer une application métier et puis avoir des contraintes fortes, avoir des chefs de projet qui n'ont aucune expertise informatique, donc il leur faut un clicodrome parce que voilà, ça se limite à ça. Une segmentation forte, on ne veut pas que le projet A ait accès au B et vice-versa, donc vraiment cloisonné. Un suivi de la sécurité, oui, tout renvoyer vers Splunk et compagnie, de la fermeture de compte automatique, et puis l'export CSV, c'est un grand classique. Alors ça, c'est intéressant. Salux, personne ne les connaît quasiment. C'est les plus grands fabricants de boules de billard au monde. Ils sont dans un petit village en Belgique. Ils exportent aux 4 coins de la planète. Et en fait, si vous jouez au billard, il y a fort de chances que c'est eux qui ont fait les boules de billard avec lesquelles vous jouez. Parce que c'est quasiment les leaders sur le sujet. Et de nouveau, c'est le même principe.
Voilà, c'est un grand classique. C'est ben, j'ai mon Fusion Directory, je synchronise vers mon Samba 4 quand je n'ai pas d'Active Directory, parce que beaucoup de gens ont du Samba 4. Donc, c'est de nouveau les mêmes principes. Bon, effectivement, dans les clients industriels, on a Evidel, euh, on a ThyssenKrupp qui ont utilisé dans leur CERT. Ils utilisent Fusion Directory pour faire toute la gestion d'identité. On est utilisé par Orange Lab en Bretagne, dans leur labo de recherche pour la gestion d'identité. Et en Belgique, historiquement, on gère le parti écologiste depuis presque 15 ans maintenant, puisque eux sont passés full logiciel libre il y a 15 ans. Et donc, ils avaient besoin d'une solution qui fait le tout. Donc, chez eux, on fait la gestion d'identité, déploiement de poste. Voilà. On met un poste, 20 minutes après, la personne repart, elle a un poste qui est configuré par rapport aux standards, et ainsi de suite. Et donc, du coup, hop, je peux montrer le logiciel. J'ai encore quelques. Alors, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Là. Voilà, il doit arriver. Impeccable, je bouge ça. Voilà. Euh, voilà, ça c'est le logiciel dans ça. Donc on voit, hein, ça c'est ma gestion utilisateur, ça c'est mes structures SUPAM, ça c'est tout mon workflow. Hein. Ça c'est mes dashboards, la sécurité évidemment, mon contrôle d'accès, puis les systèmes, les ports. Voilà. Donc en fait, là je suis connecté en VLMI et comme je disais, euh, ça c'est mes tâches. Hein. Donc j'en ai fait tourner il n'y a pas longtemps. Donc voilà, comme on peut monter une tâche automatique groupe. Donc en fait, comment ça marche? Par exemple, là, je suis en mode regex et j'ai dit tout ce qui commence par GROU, bah, tu me fais un dynamic group. Je vois qu'il n'y a pas de personnes qui sont sélectionnées. Non, parce qu'en fait, il va aller lire les utilisateurs, regarder s'ils ont la ressource et faire le boulot. Et si on regarde les utilisateurs, hop, si je prends un utilisateur, voilà les fameux statuts SUPAN, hein, comme je le montrais dans les slides. Euh, Là, on voit, hein, j'ai des dates. Voilà. Celui-là, je l'ai redébloqué, donc ces dates ont changé. Mais on voit une ressource compte, une ressource groupe, une ressource mail. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais réactiver la tâche. Ouais. Soyons partis pour l'effet démo. Hop là, j'ai activé ma tâche. Ici, donc là, j'ai mon client. Hein. C'est pas le life cycle que je veux, c'est celui-là. Voilà. Donc, en fait, mon client a tourné, il a appelé mon orchestrateur. Mon orchestrateur a dit, ah oui, oui, j'ai quelqu'un sur quelque chose. Je me suis mis en mode verbose, vraiment pour le montrer. Oui, oui, j'ai quelque chose à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma gestion d'identité? Eh bien, en fait, si je regarde mon groupe et rôle, mes groupes dynamiques ont été créés. Et donc, sur base des ressources, et comme j'ai mis une regex, il a fait les dynamiques groupes. Hein, et en fonction de la regex, ben voilà, là j'avais quelqu'un qui avait groupe 1, il me l'a mis automatiquement en groupe 1. Et donc, tous les travaux qu'on a fait autour d'orchestrateur et tout, c'est ça le concept, c'est de dire eh ben, comment je vais automatiser maintenant toutes les données que j'ai dans ma gestion d'identité, comment je fais pour automatiser ça. Si on prend par exemple Audit et que je l'active, hop, en fait. Alors, hop, 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 hop. Voilà, audit syslog, même principe. Et donc, si je fais un cas, log Fusion Directory, LD6 le 2025, voilà. Comme on peut voir, j'ai du format syslog. Je reçois un mail, je peux recevoir. Donc là, j'ai du format syslog, en fait, que je pourrais après intégrer comme je voudrais. Et donc, si je voilà, life cycle, alors, voilà, par exemple, dans celle-ci, j'ai dit, sur cette personne-là, son compte est dans cet état-là. S'il arrive à sa date de fin, alors tu me le passes dans cet état-là. Et donc, si je vais sur la personne, Carole Durieux, que je vais là dans ça, évidemment, mon écran est petit, mais je prends son compte. Donc, du coup, je lui mets une date de début
au 31/10. Je lui mets une date de fin. Bon, hier, hein, c'est plus simple. Hop. Alors, je vérifie pour vérifier que j'ai bien mis comme il fallait. C'est ça, j'ai bien actif. Et donc, du coup, alors ici, je le fais par l'écran, mais on peut le faire par le client aussi. Donc, je vais réactiver ma tâche. Hein. Hop, je vais lui dire une minute, puisque là, j'ai un minuteur. Hop, voilà. Donc, j'ai activé ma tâche, hein, et puis on voit activation, last execution, next execution. Hein. Et donc, si je fais un clear et que je n'ai pas fait de bêtises dans ma configuration, voilà. Ah oui, ah, il dit, parce que je ne suis pas dans le timing, fatalement, puisque j'ai mis le timing à 2 minutes et que je ne suis pas dans le timing, il ne va pas me le faire parce que pour l'instant, ben non, il n'est pas dans le timing. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais prendre des questions s'il y en a. Hop là. Y a-t-il des questions? Bien, Ah oui, eh je bien, vois merci quelque chose. beaucoup. Oui, d'abord, il faut que... Donc, merci beaucoup pour cette présentation.